Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Tout savoir sur les CGV pour réussir dans l'e-commerce. Je me présente Mathilde Caméraire, juriste à la CCI Alsace et je voulais vous demander si vous nous entendez bien et si vous voyez le support. Oui, pour moi, c'est bon. Alors, vous pouvez intervenir dans la conversation, nous faire un petit OK, un petit smiley, ce que vous voulez. Oui, OK, super, ouais, OK, parfait. super. Mais du coup, moi, je me présente aussi, Anne-Valérie Devandinger. Donc, Mathilde et moi, nous sommes juristes au service juridique de la CCI Alsace Eurométropole. Et donc, nous organisons régulièrement des webinaires donc, sur des thématiques juridiques diverses. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est tout savoir sur les CGV pour réussir dans l'e-commerce. Tous nos webinaires du service juridique sont visibles sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez CCI Alsace Eurométropole et vous voyez tous les webinaires qui sont organisés par notre CCI. Et donc là, vous pouvez regarder les différentes thématiques. Et donc, vous avez notamment tous les webinaires juridiques. Et donc, celui-là sera également donc, visible sur YouTube d'ici quelques semaines pour ceux qui veulent le revoir ou qui n'ont pas pu le visionner en direct aujourd'hui. Donc, nous accueillons également, donc, en plus de Mathilde et de moi-même, donc, pour animer ce webinaire, deux intervenants. Donc, nous aurons Monsieur Jean-Claude Hilbert, qui est médiateur et qui nous fera un petit point sur la médiation à la consommation, donc en fin de webinaire, ainsi que notre collègue de la CCI internationale, Angèle Barré, qui nous fera un focus sur la mise en conformité du site internet via une prestation qu'elle propose donc pour la CCI. Donc voilà, donc on vous propose donc de commencer ce webinaire. Pour commencer, nous souhaitions voir ensemble quelques définitions pour bien délimiter ce que c'est le commerce en ligne par rapport à d'autres notions qui peuvent s'apparenter, puisque nous, aujourd'hui, nous allons parler des CGV, du commerce en ligne et pas d'autre chose. Donc, en fait, qu'est-ce que le commerce en ligne? Il a été défini par une loi de 2004 hein, sur la confiance dans l'économie numérique comme étant l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. Donc, les aspects juridiques du e-commerce ou commerce en ligne incluent des considérations sur la validité des contrats, la bonne foi dans l'exécution des obligations, la conformité aux réglementations spécifiques à ce mode de commerce. Et donc, l'analyse des CGV e-commerce est donc au cœur donc, du sujet du commerce en ligne. Et donc, comme vous le verrez en fin de webinaire, donc notre collègue abordera de manière plus générale le champ donc, de la réglementation de la conformité du site, mais nous, on va s'attacher en particulier donc, à l'étude des CGV pour ce commerce en ligne. Il existe d'autres notions qui peuvent s'entrecroiser avec le commerce en ligne ou pas, comme tout d'abord la vente à distance. La vente à distance, en fait, elle est réglementée par le Code de la consommation. Donc, pour qu'il y ait vente à distance, il faut qu'il y ait deux éléments. Donc, un contrat entre un professionnel et un consommateur, sans la présence physique simultanée des deux parties, donc à distance, depuis l'offre jusqu'à la conclusion du contrat. Donc c'est une notion à la fois plus large que le commerce en ligne, mais puisque ça peut se faire sur Internet, mais également par catalogue, téléphone, téléachat, SMS, même vente au domicile du client. Donc c'est une notion plus large qui intègre le commerce en ligne, mais qui ne concerne que les consommateurs. Et donc il y a une réglementation qui est beaucoup plus large également, que nous n'évoquerons pas dans sa totalité aujourd'hui. Après, il y a tout ce qui est vente à emporter. Ça, c'est une vente qui concerne donc les clients qui doivent qui commandent et qui doivent retirer tout de suite leurs marchandises chez leurs fournisseurs. Donc il y a tout ce qui est à vente à emporter de plats, tout ce qui est
commande par drive, vous allez chercher vos courses avec votre voiture sans sortir de votre voiture, etc. Tout ça n'est pas considéré comme la vente à distance et c'est encore une autre réglementation. Il y a également les sites vitrines. Alors, site vitrine, on est bien sur Internet. Il y a bien un site web. Par contre, sur ce site web, il ne peut pas y avoir de transactions. C'est-à-dire que le site, il est là pour faire la promotion d'un produit ou d'un service ou d'une entreprise. Mais par contre, vous ne pouvez pas réaliser d'achat sur ce site. C'est pour ça qu'on appelle ça uniquement un site vitrine. Et donc là, il n'y a pas de vente à distance, il n'y a pas de commerce en ligne. La dernière notion, c'est la notion de plateforme de vente. Donc, ces plateformes de vente, on les connaît tous, qui permettent à des commerçants donc, de vendre sur ces plateformes leurs produits. Nous n'étudierons pas non plus aujourd'hui la réglementation liée donc, à ces plateformes en ligne. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de son. Est-ce que d'autres personnes peuvent dire s'ils m'entendent ou pas? Oui, madame, je vous entends très bien. Ah, super. Bon, bah, on va continuer. Donc là, c'est bon aussi, super, merci beaucoup. Bah, peut-être pour la personne qui n'entend pas, peut-être se déconnecter, se reconnecter. Donc voilà, donc là on a vu un peu la définition du commerce en ligne avec d'autres notions qui peuvent se recouper, mais dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui. Donc en ce qui concerne donc les conditions générales de vente, donc les conditions générales de vente, c'est quoi? Donc ça permet donc d'informer le client de ses conditions de vente d'un produit ou d'un service. Donc ça s'apparente à un contrat de vente. Et ça permet d'organiser les relations commerciales entre le client et le fournisseur et d'essayer donc d'éviter des conflits ultérieurs puisqu'on va préciser toutes les conditions générales de vente, comme son nom l'indique. Par contre, dans les conditions générales de vente, il faut distinguer lorsque votre client est un professionnel ou un consommateur. Pour ce qui concerne les conditions générales de vente entre professionnels, c'est-à-dire vous êtes professionnel, vos clients sont des professionnels, c'est le code de commerce qui s'applique et qui encadre ces CGV, alors qu'entre professionnels et consommateurs, c'est le code de la consommation qui encadre donc les mentions obligatoires de ce type de CGV. Le code de la consommation étant là pour protéger les consommateurs, il y a des règles spécifiques très précises qui encadrent ces règles-là. Donc Mathilde, dans un deuxième temps, vous exposera les CGV entre professionnels et consommateurs. Moi, je vais commencer à vous parler des CGV entre professionnels. Et puis, comme je vous le disais, nous finirons par un focus donc, sur deux aspects de la réglementation, la présentation de la médiation à la consommation par M. Hilbert et la mise en conformité de manière générale de votre site de vente en ligne avec notre collègue Angèle Barré. Alors, en ce qui concerne les conditions générales de vente entre professionnels, il faut distinguer les clauses qui sont obligatoires des clauses qui sont recommandées. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le code de commerce qui réglemente donc les CGV entre professionnels. Et donc, le code de commerce impose un certain nombre de mentions qui doivent figurer dans ces conditions générales. Sachant que le code de commerce prévoit également donc, que ces CGV constituent un socle unique de négociation et que la communication de ces CGV aux clients qui ont fait la demande est une obligation. Donc, nous vous avons listé les clauses obligatoires donc, dans la mise en place des CGV entre professionnels. On va en étudier quelques-unes, donc en particulier donc, le barème des prix unitaires. On entend par barème de prix donc l'ensemble des éléments significatifs de référence permettant la détermination du prix hors taxe, en particulier lorsque celui-ci est soumis à des cours variables. Les barèmes doivent avoir un caractère général, c'est-à-dire être applicables indistinctement à l'ensemble des clients. Et quand le prix du service ne peut être déterminé a priori, le prestataire de service est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande
la méthode de calcul du prix permettant de vérifier donc permettant de déterminer ce prix. Par ailleurs, il faut aussi prévoir donc les réductions de prix. Donc ces réductions de prix doivent être listées et établies en fonction de critères précis et objectifs. Donc ils peuvent revêtir un caractère quantitatif ou qualitatif, mais en tout cas, il faut que ces critères soient précis et objectifs pour ne pas pouvoir faire l'objet de litiges par la suite. Ensuite, il y a toutes les conditions de règlement qui doivent être prévues dans les CGV entre professionnels. En termes de conditions de règlement, il faut parler en particulier des délais de paiement qui sont également encadrés par le Code de commerce, qui prévoit donc notamment que le délai le Code de commerce prévoit, sauf disposition contractuelle contraire, le délai de paiement ne peut dépasser 30 jours après la date de réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation, et le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximum de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu. Donc vous voyez que ces conditions doivent être prévues dans les CGV, sachant que il y a des conditions des délais de paiement particuliers quand pour certains types de produits, comme notamment tout ce qui est produits alimentaires périssables, boissons, etc. Mais donc à la fois, il faut être en règle avec les dispositions du Code de commerce et prévoir des dispositions donc, qui peuvent être spécifiques dans le cadre des règles du Code de commerce dans vos CGV. Les pénalités de retard, c'est un peu le pendant des délais de paiement, puisque si vous prévoyez les délais de paiement, il faut également prévoir les pénalités de retard qui sont également encadrées par le Code de commerce. Donc, il faut préciser les modalités d'application et le taux d'intérêt des pénalités dues en cas de paiement intervenu après la date mentionnée sur la facture. Donc là, vous avez les dispositions qui doivent obligatoirement figurer dans les CGV lorsque vos clients sont des professionnels. À côté de ces clauses donc obligatoires, on vous recommande un certain nombre d'autres clauses qui peuvent être donc être mises en place dans vos CGV, dans vos relations avec les professionnels. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que dans toutes ces clauses réglementées, il y a une règle à bien appliquer, c'est que donc, comme on vous le met, remarque importante, le vendeur est libre d'insérer toute clause dans ces CGV à la condition qu'elle ne crée pas un déséquilibre entre le vendeur et l'acheteur. Donc, dans toutes ces clauses qui sont recommandées, il y a de la jurisprudence qui est intervenue pour bien encadrer malgré tout la liberté du vendeur et pour bien prévoir qu'il faut qu'il y ait un équilibre qui soit entre le vendeur et l'acheteur pour que cette clause soit valable. Donc, en termes de clauses recommandées, on a tout d'abord donc la décharge de responsabilité en cas de livraison tardive. Donc, c'est une clause donc, qui cherche à limiter ou à exclure sa responsabilité pour les retards dans la livraison de marchandises. Clairement, la jurisprudence tend à invalider les clauses qui exonèrent totalement de responsabilité pour retard. Donc, vous voyez, c'est un premier exemple qui montre que s'il y a on veut se dégager totalement de sa responsabilité dans une clause des CGV, on crée un déséquilibre entre le vendeur et l'acheteur. Après, il y a les clauses qui consistent en avoir l'accord du client sur une évolution de prix. Donc, par exemple, on peut prévoir une clause qui va dire le fournisseur s'engage à informer le client par écrit de toute évolution des prix au moins un mois avant leur application. Le client dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception de cette information pour accepter les nouveaux tarifs ou résilier le contrat sans frais. Donc là, vous voyez qu'on est à la fois une clause, c'est un exemple de clause où on a vraiment un équilibre entre les parties puisqu'il y a une information préalable et le client dispose d'un délai pour accepter ces nouveaux tarifs ou résilier le contrat.
On a aussi donc la clause dite de réserve de propriété, qui est quand même assez connue et assez largement rédigée dans les CGV donc, entre professionnels. Donc, cette clause de réserve de propriété permet au vendeur de conserver la propriété d'un bien jusqu'au paiement intégral du prix par l'acheteur. Donc, c'est vraiment une garantie pour le fournisseur d'être payé et de pouvoir récupérer la marchandise si le paiement intégral n'est pas obtenu. Par contre, il est prévu par le Code de commerce que cette clause doit absolument figurer de manière apparente, très lisible et non équivoque. Donc il faut faire très attention dans la rédaction de cette clause et il vaut même mieux la mettre en gras, bien visible dans les CGV pour qu'elle soit bien apparente dans la lecture des conditions générales de vente. Ensuite, nous avons la clause de force majeure. Alors, la force majeure donc, permet à une partie à un contrat de ne pas exécuter ses obligations en raison d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Alors, il y a eu énormément de jurisprudence sur la clause de force majeure. Au service juridique, on a d'ailleurs animé un webinaire suite à la période de Covid, donc sur cette thématique de force majeure que vous pouvez retrouver donc sur YouTube. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par cette force majeure et cette notion de force majeure, vous pouvez voir l'intégralité de ce webinaire sur YouTube. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêchant l'exécution de l'obligation par le débiteur. Donc, s'il y a juste un empêchement temporaire, on ne pourra pas appliquer la force majeure. Si on considère que l'événement n'est pas extérieur à l'entreprise, on ne pourra pas appliquer la force majeure. Par exemple, la force majeure a été rejetée s'il ne peut pas y avoir exécution du contrat en raison d'une grève dans l'entreprise, puisque ce n'est pas un événement extérieur. La force majeure a été rejetée lors d'un incendie dans une entreprise. Donc l'incendie n'a pas été considéré comme un événement de force majeure car l'employeur n'avait pas mis en œuvre et mis en place les équipements qui auraient pu éviter ou retarder la propagation du feu. Donc, cette force majeure, elle est vraiment très encadrée et il faut faire très attention à la manière dont elle va être rédigée dans les CGV. Et ça ne va pas être la clé miraculeuse pour éviter toute exécution, puisque la jurisprudence, effectivement, encadre très précisément son application. Et après, on a les clauses de résiliation du contrat. Alors, typiquement, toutes ces clauses de résiliation, il faut faire très attention à ce que, justement, y ait pas ça ne crée pas un déséquilibre entre le vendeur et l'acheteur. Il faut vraiment que ces clauses de résiliation soient prévues avec des conditions objectives entre l'acheteur, entre le vendeur et l'acheteur. Donc, la jurisprudence avait notamment dit que s'il n'y avait pas possibilité de négociation effective, ça créait un déséquilibre du contrat. Donc, on l'a vu dans l'exemple de clause que je vous indiquais concernant l'accord du client sur l'évolution de prix. On laisse le client accepter ces nouveaux tarifs. Il faut que les clauses soient claires et précises et objectives pour qu'elles ne créent pas de déséquilibre. Et donc, il ne faut pas qu'une partie, comme dans le cas de la décharge de responsabilité, qu'une partie puisse se décharger entièrement sur le dos de l'autre. Donc là, il faut faire très attention. Donc, dans toutes ces clauses recommandées, donc, on vous recommande de les mettre dans vos CGV entre professionnels. Mais par contre, il faut faire très attention parce que la liberté contractuelle est très encadrée. Voilà concernant donc les conditions générales de vente entre professionnels. Je laisse donc Mathilde nous exposer les conditions donc générales de vente lorsque donc l'entreprise donc qui est professionnelle a
adresse ses ventes, c'est-à-dire son site internet, et à destination des consommateurs, où là, donc, c'est le code de commerce qui va s'appliquer avec un contrôle particulier de la DGCCRF sur toutes ces clauses. Merci Anne-Valérie. Donc oui, je vais continuer la présentation Est-ce que je peux sur les... intervenir, s'il vous plaît? Allô? Oui, pardon. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous Oui, plaît? C'est juste pour revenir sur la clause de force majeure entre professionnels. Votre collègue dit à juste raison que c'est une clause qui est très encadrée. C'est-à-dire qu'il y a des événements dont vous ne pouvez pas vous prévaloir parce qu'ils ne seront pas considérés comme des cas de force majeure. Or, je me permets d'attirer votre attention sur un nouvel article 1195 du Code civil qui s'appelle la clause d'imprévision et qui vous permet, Oui, si vous vous mais référez c'est... à cet article, oui, d'étendre en quelque oui. sorte les hypothèses d'imprévision, si vous voulez, d'étendre en quelque sorte les hypothèses de force majeure, entre guillemets. Hein. Ben, Alors, effectivement, il y a la clause d'imprévision dont on n'a pas parlé parce que là, on doit être assez court et Oui, assez oui, non, non, madame, synthétique. non, non, on est Donc, bien oui, d'accord, oui, hein, tout à on est fait. d'accord. Mais justement, dans le Excusez-moi. webinaire Hein. dont je vous parlais, qu'on a fait sur la force majeure, il y a toute une partie sur l'imprévision également, où on fait la Merci. distinction entre la force majeure et l'imprévision. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Excusez-moi, madame Pas Caméret. de souci. À Oui, toi, pas de Mathilde. problème. Ok, c'est bon, merci. Donc oui, je vais enchaîner donc avec les conditions générales de vente entre professionnels et consommateurs. Donc ces conditions générales de vente là sont beaucoup plus encadrées que dans les relations B2B puisqu'elles ont pour objectif, donc B2B professionnel et professionnel, hein, puisqu'elles ont pour objectif principal la protection du consommateur. Dans le cadre d'une relation avec un particulier, vous devez impérativement porter à sa connaissance les CGV sur un support durable, donc par exemple un fichier PDF. Les conditions générales de vente permettent de regrouper dans un même document l'ensemble des informations précontractuelles imposées par le Code de la consommation dans l'article L221-5 du Code de la consommation. Et de ce fait, il faut s'assurer que sur le site de vente en ligne, l'acheteur consommateur ait bien pu prendre connaissance avant de finaliser sa commande de ces CGV. Donc les cases précochées d'acceptation des CGV sur les sites de vente en ligne sont à proscrire et ça fait justement partie du contrôle qui doit être fait sur la mise en conformité de votre site de vente en ligne que donc notre collègue Angèle Barré présentera à la fin du webinaire. Ainsi, les clauses obligatoires sont celles relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service. Donc, ce n'est pas nécessaire de détailler chaque produit, mais au moins chaque catégorie de produits proposés. Il y a aussi celles relatives au prix du bien ou du service. Donc, le prix doit être donné en euros TTC et doit comprendre les redevances applicables. Donc, par exemple, pour le prix d'un ordinateur, donc, il y a le prix affiché en euros TTC. Mais par exemple, il pourrait y avoir marqué dont tant un certain montant, tant d'euros d'éco-participation. Donc, le prix doit être indiqué de façon précise avant la conclusion du contrat par tout moyen faisant preuve. Donc, par exemple, en envoyant une fiche produit ou en laissant une fiche produit accessible ou en envoyant un devis par mail. Les frais d'envoi ou de livraison et de mise en service des produits doivent aussi être inclus dans le prix de vente, sauf si le montant est indiqué en supplément ou si la prestation est choisie par le client. Si ces prestations sont payantes, le client donc, doit aussi en être informé avant la conclusion du contrat. Il y a aussi la clause relative à la protection des données à caractère personnel, les informations relatives à l'identité du vendeur, ses coordonnées postales, téléphoniques, électroniques, les informations relatives aux modalités de résiliation, au mode de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, et le cas échéant au coût de l'utilisation de la technique de communication à distance et à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières. Il y a aussi celles relatives à l'information concernant les garanties dont dispose l'acheteur, donc les garanties légales de conformité, garanties des vices cachés et la garantie commerciale ou les garanties commerciales particulières s'il en existe.
Et ensuite, nous avons décidé donc de faire un focus sur 3 de ces obligations-là. Donc, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation que Monsieur Hilbert donc, vous présentera juste après. Et donc, la question de la livraison et du droit de rétractation. Donc, je vais préciser ces deux notions-là. Donc, concernant le droit de rétractation, lorsqu'un consommateur effectue un achat en ligne, il bénéficie donc d'un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception du produit. Ce droit va lui permettre d'annuler son achat sans qu'il ait besoin de justifier sa décision ni à supporter de pénalité, à l'exception des frais de retour du produit, puisque ces frais de retour sont à la charge du consommateur, sauf si le vendeur a décidé de les prendre en charge. Attention, puisque ce droit de rétractation peut être prolongé de 12 mois si justement vous n'avez pas informé le consommateur avant la commande. Donc, c'est pour ça que c'est important de l'informer bien qu'il ait pu prendre connaissance de cette information de son droit de rétractation avant de passer sa commande. Donc, concrètement, donc, ce droit doit être exercé dans les 14 jours à compter de la réception du bien ou alors pour les services à compter de la conclusion du contrat. Le consommateur dispose ensuite d'un délai de 14 jours pour renvoyer les biens suite à sa demande d'exercice du droit de rétractation. Donc, les frais de retour sont à la charge du consommateur et le remboursement des sommes versées aura aussi lieu dans les 14 jours donc par le vendeur. Il existe certaines exemptions au droit de rétractation donc, qui sont listées à l'article L221-28 du Code de la consommation. Donc, il y a une liste qui exclut certaines ventes du droit de rétractation. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, tout ce qui est bien personnalisé, donc voilà, ou confectionné sur mesure pour les clients. Les produits périssables, donc par exemple des denrées alimentaires ou alors des enregistrements audio, vidéo ou logiciels décelés. Pour avoir la liste complète, donc je vous invite à vous rendre sur le site, par exemple sur Légifrance pour consulter donc l'article L221-28 du Code de la consommation. Donc voilà pour le droit de rétractation. Concernant la livraison, donc les conditions de livraison et d'exécution du contrat, si le contrat ne peut pas être immédiatement exécuté, au moins la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service doivent être précisés. C'est-à-dire que la date ou le délai de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation du bien doit être indiqué. Si aucun délai n'est précisé, la loi impose une livraison dans un délai maximum de 30 jours à compter de la commande. Si la livraison n'a pas lieu dans le délai prévu, le consommateur peut exiger un délai supplémentaire raisonnable en adressant donc une demande au vendeur. Et si le vendeur ne livre toujours pas, ne respecte toujours pas ce nouveau délai, dans ce cas, le consommateur aura le droit de demander son remboursement qui devra être effectué dans un délai de 14 jours. Attention, puisqu'il y a des cas où la date de livraison peut être une condition essentielle du contrat, selon ce qui aura été négocié par les parties. Donc, par exemple, si c'est donc l'achat d'un cadeau pour un événement précis, à une date donnée, dans ce cas-là, il y aura une résolution immédiate du contrat sans notification préalable. Donc, on va se pencher sur une question importante. Donc, c'est le litige le litige sur la question du transporteur qui affirme avoir livré, mais le consommateur de l'autre côté affirme ne pas avoir reçu le colis. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, l'article L221-15 du Code de la consommation stipule que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Donc, toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. Donc,
finalement, d'un point de vue du consommateur, celui-ci, il a le droit de se retourner contre le vendeur et le vendeur, lui, donc, a le droit de se retourner contre le transporteur. À défaut de solution amiable, le consommateur peut tenter donc de saisir le médiateur justement de la consommation qu'on verra après, ou les tribunaux en cas d'échec de la médiation ou bien puisque la médiation n'est pas obligatoire, donc s'il veut tout de suite passer par la voie judiciaire. D'un point de vue du vendeur, donc le vendeur pourrait exercer un droit de recours contre le transporteur ou apporter la preuve que la faute est imputable au consommateur ou à un tiers. En fonction des circonstances, le vendeur peut avoir des difficultés à obtenir des éléments de preuve. Par contre, le vendeur ne pourra pas prévoir une clause demandant au consommateur d'adresser ses réclamations directement au transporteur, puisque cela irait à l'encontre des dispositions du Code de la consommation. Donc, voilà pour les clauses obligatoires, les informations obligatoires à communiquer aux consommateurs. Et à côté de ces clauses obligatoires, nous avons des clauses dites abusives. Donc, c'est un point de vigilance voilà, important quand vous rédigez vos CGV. Donc, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est que ces clauses abusives? Donc, les professionnels ont l'obligation donc, de rédiger des clauses claires et compréhensibles à l'égard des consommateurs. Et les clauses s'interprètent en faveur du consommateur, puisque le droit de la consommation, c'est justement le but de protéger le consommateur. Donc, une clause est dite abusive lorsqu'elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Donc, c'est très important d'éviter d'inclure ces clauses dans vos conditions générales de vente qui ont pour effet donc, de créer ce déséquilibre entre le client et le fournisseur. Des sanctions peuvent être prononcées à l'égard du professionnel. Donc, vous retrouverez la liste de ces clauses abusives dans les articles R212-1 et R212-2 du Code de la consommation. Et elles sont donc ces clauses-là sont réparties en deux catégories. Ce qu'on appelle les clauses noires, qui sont réputées non écrites, et les clauses grises pour lesquelles le professionnel pourrait apporter la preuve du contraire. C'est-à-dire que la clause ne serait pas tout de suite dit abusive, le vendeur pourrait pouvoir justifier de l'intérêt de la clause. Donc, sur le site de la DGCCRF, justement, il y a une fiche pratique de ces clauses abusives où vous pouvez donc retrouver toute la liste des clauses avec des exemples concrets. Donc, quelques exemples de clauses noires donc interdites. Donc, par exemple, ce serait une clause qui autorise le professionnel à modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre. Donc, ça, ce serait une clause qui serait interdite. On aurait aussi le cas de la clause qui accorde au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat, donc ce qui empêcherait le consommateur d'invoquer une non-conformité. Donc ça, c'est aussi interdit. Et par exemple, également, la clause qui contraint le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n'exécute pas les siennes. Ça, c'est aussi une clause interdite. Concernant les clauses grises, donc qui sont présumées abusives, mais en cas de litige, le professionnel peut démontrer que la clause dans son contrat n'est pas abusive. Par exemple, il y aurait la clause qui autorise le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent ou égal au double versement d'art si c'est le professionnel qui renonce. Autre clause présumée abusive, ce serait celle qui reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Enfin, dernier exemple, donc ce serait donc une clause présumée abusive, ce serait celle qui soumet la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.
Donc, si une clause est jugée abusive, elle est considérée comme nulle et non écrite. Le reste du contrat peut rester valable, sauf si l'équilibre général du contrat a été affecté. Donc, l'entreprise qui utilise ce type de clause, donc noire ou grise, hein, c'est que les clauses abusives, peut être sanctionnée par la DGCCRF ou bien peut être directement donc attaquée en justice par le consommateur ou une association de défense des consommateurs. Donc, vraiment, soyez vigilants lors de la rédaction de vos CGV concernant ces clauses dites abusives. Donc, pour continuer sur ce droit de la consommation, je vais laisser la parole donc à Monsieur Jean-Claude Hilbert de Ilmus Médiation, qui va donc présenter la médiation à la consommation. Merci. Donc, Hilbert Jean-Claude, médiateur professionnel. Je vais vous présenter donc la médiation de la consommation et vous disposer, vous pouvez le voir sur la diapo, de mes coordonnées ainsi que de notre site Internet au niveau de la médiation de la consommation. Alors, professionnel, êtes-vous en conformité avec le Code de la consommation? Car il faut savoir que depuis le 1er janvier 2016, avec les articles L611.1 et suivants et R612 et suivants du Code de la consommation, tout consommateur a désormais le droit de faire appel gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. C'est le principe énoncé aussi par l'ordonnance du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation transposant la directive européenne du 21 mai 2013 dans le Code de la consommation. Alors, pour quel litige? Il s'agit donc pour tout différent opposant en France, mais aussi dans toute l'Union européenne, un professionnel à un consommateur qui peut faire qui peut faire l'objet d'une médiation lorsque le consommateur a déjà tenté, sans succès, de résoudre son litige directement auprès du professionnel. C'est quand même la première étape. Alors, cela peut concerner par exemple l'exécution ou l'inexécution partielle ou totale de contrats de prestation de services ou de vente de marchandises. Alors, qui sont les professionnels vraiment concernés? Tout professionnel s'adressant à un consommateur, donc que ce soit en magasin ou en ligne, doit dès à présent, donc et depuis 2016, proposer systématiquement un médiateur de la consommation pour le règlement de litiges relatifs à l'exécution d'un contrat de vente ou de prestation de services. Sont concernées donc toutes les activités commerciales, industrielles, artisanales ou libérales, et tous les secteurs comme des prestataires ou même des auto-entrepreneurs, à l'exclusion néanmoins des services d'intérêt général non économique, de l'enseignement supérieur et des services de santé. Alors, quelles sont les obligations du professionnel? Les professionnels ont l'obligation d'informer leurs clients dès la conclusion du contrat de vente que le recours à la médiation leur est ouvert en cas de contestation. Donc, il peut aussi être indiqué sur les devis et en tous les cas sur les factures. 2 décrets publiés au journal officiel du 31 octobre et du 30 précisent les modalités de ces mesures et détaillent les missions de la consommation d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, donc la CECMC. Elle est chargée de constituer et de mettre à jour une liste des seuls médiateurs compétents et agréés. Il faut savoir que cette liste comprend à peine dans les 120 personnes. Donc elle est relativement restreinte et la CMP que je représente en comprend une dizaine. Les risques encourus. Donc, si vous n'avez pas de médiateur de la consommation, ça équivaut, si vous êtes contrôlé par le service des fraudes, la répression des fraudes, donc la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à une amende de 3 000 € à 15 000 €, donc selon le chiffre d'affaires de votre entreprise.
Alors, notre proposition, donc il ne s'agit pas de se faire de l'argent sur le dos des concernés, car certainement, comme bons professionnels, vous n'en aurez pas besoin. Mais bon, la CMP, donc Société Médiation Professionnelle de la médiation de la consommation, est agréée, comme je le disais, avec une dizaine de médiateurs sur toute la France. Alors, nous demandons, si vous êtes adhérent de la CCI, comme on est avec la CCI, je pense que c'est bien le cas, avec qui on a une convention gratuite naturellement. Pour les artisans PME, PMI et auto-entrepreneurs, un abonnement de 30 € TTC pour être couvert pendant 3 ans. Donc ça vous revient à 10 € TTC par an et renouvelable ensuite. Donc les 30 € sont payés en une fois. Alors ce coût, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend l'enregistrement administratif qui est réalisé par nous, la convention, la transmission à la CECMC, l'accompagnement du professionnel si vous en avez besoin, les réclamations de clients non éligibles ou non recevables, la coordination de la structure, la facturation, le rapport annuel, le texte à faire figurer sur vos différentes pièces. Alors, voilà, donc, comme dit, 30 € TTC par an pour 3 ans. À ces modalités s'ajoute, en cas de litige, donc c'est quand même relativement rare, mais si jamais vous avez vraiment un litige et qu'il est recevable, donc la recevabilité est contrôlée encore dans ces 30 €, la prestation d'un médiateur de la consommation selon les modalités, la durée et la complexité de la procédure à mettre en œuvre. Donc, 3 tarifs sont appliqués. La médiation simple, c'est 150 € hors taxe. Une médiation complexe, c'est 350 € hors taxe. Et une médiation en présentiel, c'est 150 € hors taxe l'heure. Donc, ça, c'est vraiment si on va jusqu'au bout avec le consommateur. Voilà. Rapidement, quelques informations et comme dit, je suis à disposition pour de plus en plus d'informations. Vous avez mon mail, imus67600@gmail, mon numéro de portable est 06 95 33 96 67. Et donc, vous voyez bien le site internet pour avoir éventuellement encore plus d'informations. Et comme dit, je me tiens à votre disposition par mail ou par téléphone sans problème pour tout complément souhaité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Hilbert. Et donc, on va passer la parole à notre collègue Angèle Barré pour un focus sur la mise en conformité de votre site de vente en ligne. Bonjour à tous, merci. Alors normalement, je devais avoir 5 minutes, donc j'ai un peu plus longtemps, donc c'est tant mieux. La conformité d'un site de vente en Angèle, ça ne ligne... veut pas dire que tu as plus, hein, parce qu'après, il y a Que des je- questions peut-être. Ah hein. mince, Donc, ok, d'accord, donc 5 mais minutes. vas-y quand Alors, même, hein. Lâche-toi. donc la conformité, vous êtes sur le point de mettre en ligne un site de vente en ligne où vous avez déjà un site de vente en ligne. Il y a différents points de vigilance au niveau juridique auxquels vous devez faire attention. Et j'essaie de lister ces différents points. Donc le premier point, ça va être la protection des éléments du site. Donc dès lors que vous avez votre site, vous affichez sûrement votre logo, le nom de votre marque. Donc un point de vigilance, ça serait déjà, est-ce que vous avez déposé votre marque? Est-ce que vous êtes sûr de détenir les droits justement sur celle-ci? Est-ce que vous pouvez l'afficher en ligne? Donc ça serait donc pour la question de la marque. Ensuite, pour la question, et aussi par exemple sur votre nom de domaine, est-ce que vous avez bien déposé votre nom de domaine? Je vais rester encore sur la protection des éléments du site. Est-ce que vous avez justement déposé le nom de domaine ou le nom de votre société comme marque? Parce que ça vous permet justement de vous protéger contre d'éventuelles personnes qui essaieraient de créer un autre site de vente en ligne ou un autre site avec votre nom. Donc ça, ce serait vraiment c'est très important de faire attention à ce point-là. Ensuite, sur ce que vous affichez sur votre site, c'est-à-dire les textes, les photos, aussi, des fois, il y a des liens hypertextes qui renvoient vers d'autres sites. Est-ce que vous détenez
les droits. Est-ce que vous avez pris conscience de détenir certains droits? Et si vous ne les détenez, donc là je parle de droits d'auteur, si vous ne les détenez pas, est-ce que vous avez demandé l'autorisation justement de l'auteur, du créateur, donc de cette photo, de ce texte, si vous faites un renvoi vers un autre site, est-ce que vous avez justement demandé cette autorisation? Donc ça c'est un point de vigilance vraiment à prendre acte. Le dépôt aussi, est-ce que c'est vous qui avez fait le dépôt de votre nom de domaine? J'ai parlé un peu plus tôt du nom de domaine, mais est-ce que c'est vous qui avez fait ce dépôt ou est-ce que c'est une agence que vous avez, à laquelle vous avez demandé? Et surtout, si c'est une agence qui a fait le dépôt pour vous, est-ce que vous détenez justement est-ce que vous détenez justement le nom de domaine? Parce qu'il y a beaucoup d'agences en fait, qui déposent pour ces clients à leur nom. Et donc après, quand vous arrêtez de travailler avec eux, ils vous demandent un petit supplément pour récupérer la titularité du nom de domaine. Donc ça, c'est un petit point aussi, un petit tips juste à faire le point justement. Donc là, si je termine rapidement, hein, voilà, après on aura l'occasion d'en reparler à un autre moment. Justement, je vous présenterai très rapidement la prestation puis mes contacts. Donc si vous avez des questions plus poussées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Autre point de vigilance, ça serait sur les mentions légales obligatoires. Donc la loi de 2004 sur l'économie, excusez-moi, à chaque fois je l'oublie, la confiance dans l'économie numérique, cette loi indique les mentions légales obligatoires. Donc est-ce que vous avez bien mentionné le nom de l'éditeur, le nom du responsable du site, le nom de l'hébergeur? Si vous faites partie d'une profession particulière, si vous êtes avocat, si vous êtes agent immobilier, est-ce que vous avez mis le nom de votre inscription au barreau? Ou alors si vous êtes agent immobilier, est-ce que vous avez bien mis le numéro de titularité de votre carte? Voilà, il y a certains tips en fonction de la profession que vous avez, certains éléments à rajouter en fonction de votre profession. Bon, là on parle bien des sites de vente en ligne, donc excusez-moi, je m'écarte. Autre point, du coup Mathilde, tu peux passer à l'autre petit point, c'est la protection des données personnelles. Alors dès lors que vous avez un site de vente en ligne, très souvent vous allez collecter des données personnelles, que ce soit le prénom, le nom, l'adresse de la personne, afin justement de pouvoir lui envoyer le bien que la personne a commandé. Alors là, vous devez être très vigilant justement sur la conformité de cette collecte. Est-ce que vous avez respecté le principe de minimisation? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez recueilli que les données nécessaires à l'objectif, c'est-à-dire l'envoi, à moins que vous ayez d'autres objectifs, mais dans ce cas-là, il faudra aussi cadrer cette collecte en fonction de ces autres objectifs. Est-ce que la base légale a bien été indiquée? Donc, si vous choisissez, et aussi est-ce que vous avez fait ce choix de quelle base légale sur laquelle vous allez justement mettre en conformité votre collecte? Donc, très généralement, sans vouloir généraliser, c'est sur le consentement que repose la conformité de la collecte sur les sites de vente en ligne. C'est-à-dire que vous allez demander aux personnes justement d'accepter que leurs données soient connectées afin de pouvoir faire l'envoi. Mais ça peut dépendre. Et donc voilà, ça serait des points à vérifier. Les informations, elles doivent être données aux consommateurs, que ce soit par une politique de confidentialité ou que ce soit indiqué sur le site. Autre point, parce que pour la protection de données personnelles, il y aurait peut-être plus de choses à dire. Parce que aussi, si vous faites de la collecte de données personnelles, vous êtes responsable de traitement. Dans ce cas-là, vous avez des obligations qui vous incombent, c'est-à-dire est-ce que vous avez un registre de traitement, est-ce que celui-ci est à jour? Voilà, c'est plusieurs questions à vérifier. Alors là, je vous conseille de lire le guide de la CNIL pour les TPE-PME qui est très bien fait. Et aussi d'aller sur le site de la CNIL où il y a pas mal d'informations disponibles pour vous. Ensuite, autre point, ça serait la gestion des cookies. Donc dès lors que vous avez un site internet, vous allez utiliser pour le fonctionnement de ce site des cookies. Donc des cookies, ce sont des fichiers qui se déposent sur le site de l'utilisateur. Mais pour
que ça soit conforme, on va dire, pour que justement cette utilisation des cookies soit conforme, l'utilisateur, c'est-à-dire la personne qui va venir sur votre site, elle doit avoir été mise au courant de quels sont les cookies qui sont utilisés sur votre site et elle doit consentir ou ne pas consentir à l'utilisation de certains cookies. C'est très généralement les cookies qui sont optionnels. Ce n'est pas ceux qui sont nécessaires au fonctionnement du site, ce sont ceux qui sont mis en supplément. Et dans ce cas-là, il y a un bandeau, très souvent, enfin vous le voyez, hein, un bandeau gestion des cookies qui est mis sur les sites de vente en ligne. Donc dans ce cas-là, vous devez vérifier que vous avez bien sûr un cookie et que le consentement que la personne peut donner doit être libre, c'est-à-dire qu'elle peut refuser de donner son consentement puis quand même accéder au site. Spécifique, c'est-à-dire elle doit pouvoir donner son consentement à un type de cookie mais pas à tous les cookies. Donc vous devez vraiment détailler dans votre bandeau de gestion des cookies quel cookie est-ce que vous utilisez. Univoque, c'est-à-dire que la personne, elle peut aussi, je regarde un peu mes notes, elle peut aussi facilement retirer son consentement, c'est-à-dire que peut-être mettre une durée sur justement cette collecte des cookies, cette gestion des cookies, et permettre à l'utilisateur, au bout de cette certaine durée, de pouvoir redonner son consentement. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une fois tous les 5 ans que le bandeau doit s'afficher, ou alors dès à la première visite de l'utilisateur sur le site. Et puis après, si l'utilisateur revient des années plus tard, il n'y a plus aucun bandeau et aucun moyen d'accéder justement à ces questions de gestion des cookies. Et puis éclairer surtout, c'est-à-dire que l'utilisateur il doit comprendre ce que sont les cookies, à quoi ils servent et pourquoi est-ce qu'on lui demande de consentir à l'utilisation des cookies. Voilà, c'était un autre petit point de vigilance. Ensuite, vous avez aussi, comme Mathilde et puis Valérie en ont déjà parlé, voilà, j'en parle pas, enfin, je parle très brièvement, mais donc toutes les dispositions légales en droit à la consommation, c'est-à-dire est-ce que sur le site, alors quand l'utilisateur parcourt le site, est-ce que toutes les informations précontractuelles obligatoires sont mises à disposition de l'utilisateur sur le site. Et puis bien sûr, il y a le lien avec les CGV. S'il y a des CGV, est-ce que ces CGV sont à jour? Est-ce qu'ils informent bien le consommateur sur certains droits, mais comme Mathilde a dit, sur par exemple le droit de rétractation. Donc là, je parle bien d'un site de vente en ligne. Si vous avez une plateforme, par exemple, qui met en relation des utilisateurs ou des vendeurs, dans ce cas-là, il faudra aussi peut-être penser à des conditions générales d'utilisation de la plateforme. Mais il existe différents aussi, je fais un petit point contrat à mettre en place ou être vigilant, enfin à mettre en place ou à mettre à jour, c'est-à-dire les conditions générales de vente, les conditions générales d'utilisation, la politique de confidentialité des données personnelles, comme j'en ai déjà parlé. Mais ce sont différents documents qui doivent être c'est pas doivent, mais qui doivent être relus par des juristes, avocats ou juristes de la CCI. Et c'est très important que vous, enfin c'est très important pour vous de faire régulièrement relire ces documents. Et puis un autre point de vigilance, ça serait donc la vérification du parcours client, c'est-à-dire à partir du moment où le client recherche sur le moteur de recherche, Google ou autre, votre site, est-ce que déjà donc le site arrive en bonne position? Est-ce qu'on arrive bien sur le bon site, c'est-à-dire le vôtre et pas celui d'un concurrent ou d'une personne qui utiliserait votre nom de manière frauduleuse? Ensuite, est-ce que justement donc le client a toutes les informations précontractuelles obligatoires? Est-ce que celui-ci a pu avoir connaissance des conditions générales de vente? Parce que ça ne suffit pas d'avoir des conditions générales de vente dans un petit onglet tout au bout du site internet auquel le client n'a jamais accès. Est-ce que celui-ci a bien accès au site, aux conditions générales de vente? Est-ce qu'il a pu accepter ces conditions générales de vente? Donc là, ça peut être par une case à cocher, ça peut être par une autre manière de requérir le consentement, mais est-ce que justement cette acceptation des conditions générales de vente ont été faites à un moment sur le site? Est-ce que sur le panier, les prix sont bien affichés? Donc là, je parle du panier de votre site. Voilà, donc là, ça serait un autre point. Ça serait vraiment à partir du moment où le client est en train de rechercher votre site jusqu'au moment où il valide son panier. Est-ce que voilà, tout ce parcours-là est bien conforme?
On peut passer à la slide suivante. Et donc, tous ces éléments là, de conformité. Excuse-moi, Oui, Angèle, on a 4 oui. minutes pour finir et conclure. D'accord, d'accord. Alors, tous ces éléments auxquels je vous ai mentionnés, ça fait aussi partie d'une prestation. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi ciblé sur ces sujets-là, qui s'appelle justement la conformité juridique d'un site de vente en ligne. Et dans le cadre de cette prestation-là, si vous avez des questions, donc on fait un petit rendez-vous de cadrage. Ensuite, tous ces éléments-là sont adaptés, vous sont expliqués en fonction justement de votre site. Et puis donc je rédige un petit livrable et après on peut refaire un point de restitution sur justement tous les éléments qui ont été abordés un peu plus tôt pour que vous soyez sûr et puis que vous soyez sûr de la conformité de votre site, ou alors si vous avez un projet de mettre en place un site de vente en ligne, est-ce que celui-ci pour avoir tous les bons conseils pour mettre en place un site de vente en ligne conforme. Je me tais. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, vous avez nos coordonnées à ma collègue Isabelle Mazis et puis à moi-même. Ouais, super, merci Angèle. Je suis désolée, mais c'est vrai que je crois qu'on va être coupé dans 3 minutes par l'enregistrement. Donc, c'est pour ça que je t'ai stressé un petit peu. Du coup, en tout cas, voilà, on a fini la présentation de notre webinaire. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de choses. Le service juridique de la CCI propose régulièrement des webinaires. Le prochain, ce sera le 25 mars, dont la thématique, c'est grandir au-delà de la micro-entreprise, transition vers un statut juridique plus adapté. Et fin avril, on aura un webinaire sur la responsabilité du dirigeant. Voilà, on en aura à peu près tous les mois. Donc, Angèle propose sa prestation mise en conformité du site internet. Et nous, au service juridique, on propose donc aussi des prestations d'accompagnement pour les CGV. Donc, sécuriser les CGV, relire des conditions générales de vente, et dans le cadre d'un accompagnement juridique plus complet, on peut même rédiger des conditions générales de vente. Pour être un peu plus efficace et rapide, j'ai répondu dans la conversation aux questions qui se posaient. J'aurai pas le temps, je pense, de revoir toutes les questions, mais j'y ai répondu. J'espère que pourriez-vous afficher la page précédente avec vos coordonnées, Oui, je vais Mathilde? revenir en arrière. Merci. Alors, ça, c'est la page. Donc, ouais, ça, alors j'ai un problème. J'arrive. Alors, il y a Pardon. les coordonnées de Angèle Barré, si elle n'arrive pas à afficher. Angèle, peux-tu donner au moins ton adresse mail? J'arrive. Donne ton Alors, mon adresse mail, c'est Angèle. a.bar, je vous le mets aussi dans la conversation, @grandest.cci.fr. Voilà. Et donc, l'adresse mail du service juridique, c'est juridique@alsace.cci.fr. De toute façon, si vous avez des demandes pour Angèle qui nous arrivent sur notre adresse mail, on lui transmettra, il n'y a pas de souci. Vous avez par ailleurs aussi les coordonnées de Monsieur Hilbert. Si vous avez des questions spécifiques sur la médiation, vous pouvez le contacter. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. On a essayé d'être à la fois synthétique et en essayant de ne rien oublier. Évidemment, on n'a pas parlé des conditions spécifiques pour les CGV de prestation de service. J'avais une question là-dessus, donc j'ai répondu. On peut faire des CGV spécifiques quand on fait des prestations de service. Donc, ce seront des conditions générales de vente de prestations de services différents des CGV de vente de marchandises. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions, pour un accompagnement. Vous avez nos coordonnées, mail, notamment, du coup, à tous les 4 qui sommes intervenus. Mathilde et moi, c'est via juridique@alsace.cci.fr, et puis Angèle et Monsieur Hilbert ont donné leurs coordonnées également. Merci beaucoup à tous. Merci pour à votre vous et bravo. bonne écoute. Merci beaucoup. Merci à Merci. tout le Bonne monde. journée. Bonne à journée. vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu coupes l'enregistrement, Mathilde. Oui. Je crois qu'il faut que je coupe le...